tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier. Donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, salut JP. Et pour ce magnifique nouvel épisode là, de la saison 3, là, on vous ramène, on vous fait un combo là, encore une fois avec le haut son de la cloche, qui est notre format et notre segment phare là, qu'on apprécie beaucoup. Et encore une fois, je pense que faudrait qu'on regarde les stats à un certain point, on aurait dû garder une traçabilité de tout ça, là, mais je veux dire, ça doit être présent dans au moins 75% des épisodes, là, comme vous le savez. Gab et moi sommes des grands fans là, des marchés, on aime beaucoup s'intéresser à ça, on suit beaucoup de podcasts là-dessus, on regarde beaucoup de vidéos là-dessus. Donc c'est sûr que les impacts et les nouvelles qui se passent à chaque semaine sont quand même assez fréquentes, donc ça nous inspire beaucoup. Donc on vous fait un au son de la cloche comme on l'a dit, et en deuxième partie, on va vous faire un place au débat, qui est notre fameux nouveau segment là, qu'on vous a introduit pour le début de la saison 3. Donc on va vous faire une petite discussion, là, encore une fois, le plus possible, de manière neutre sur la situation politique d'un pays là, qui nous impacte tous et encore une fois, qui est probablement central là, pour vous également au niveau de l'Europe. Là. Donc, on va jaser un petit peu de ça. Avant toute chose, comme toujours, Gab, peut-être sur un axe un peu moins pertinent là, pour cet épisode-ci, là, mais peut-être faire le petit disclaimer de début d'épisode là, pour nous lancer ça en force. Oui, puis n'oubliez pas évidemment, même si je pense que encore une fois, ce sera peut-être moins pertinent pour aujourd'hui, n'oubliez pas évidemment tout ce qu'on dit, moi et JP, il s'agit de notre opinion personnelle, il ne s'agit pas d'une recommandation officielle de placement ou quoi que ce soit. On invite toujours à prendre contact avec un expert si vous avez des questions en particulier sur votre situation personnelle. Voilà. Super. Donc, commençons en force avec le au son de la cloche. Parfait. Donc, le sujet qu'on vous fait aujourd'hui là, est un des sujets d'actualité qui, encore une fois, c'est clairement arrivé à vos oreilles là, dans l'année 2020-2021. Pour nous, là, puis je vais le dire d'avance, là, c'est un sujet que je suis peut-être moins expert là, au niveau de la technologie qu'on va vous parler, qui est en arrière de tout ça. Là. Donc, Gab pourra peut-être compenser, mais c'est un sujet qu'on avait parlé avec un de tes collègues et amis également, là, qui l'avait discuté. Puis on s'était dit à ce moment-là, ça serait une bonne idée d'en faire un point dans un podcast. Donc, on vous le fait aujourd'hui. On veut parler officiellement de la pénurie des composantes électroniques. Là. Il y a depuis l'année passée, là, on a des causes autant au niveau de l'offre qu'au niveau de la demande qui font en sorte que tous les éléments qui permettent de créer des circuits intégrés sont un peu... En fait, la demande devient de plus en plus importante et l'offre devient de moins en moins disponible, ce qui crée depuis... Et Gab, tu pourras donner des bons exemples, mais ça amène une problématique qui est quand même assez majeure parce qu'on sait qu'il y a plusieurs industries là, et au total, je pense qu'ils estiment à peu près 169 industries à travers le monde qui sont impactées par le manque de circuits intégrés présentement. Et on dit, s'il y a bien quelque chose que l'humanité tend à adopter dans les dernières années et même dans les dernières décennies, c'est d'essayer de rendre le plus possible chaque industrie digitale. On sait que les tendances et ce qui va amener, encore une fois, le renouveau au niveau de l'intérêt des consommateurs, même dans les industries du service, c'est d'avoir le plus possible de technologie, de moins possible d'avoir les bonnes vieilles interactions humaines comme on connaissait à l'époque. Donc cette augmentation-là fait en sorte que on a un poids qui est vraiment très critique, mais encore une fois, les causes sont quand même assez notoires au niveau de l'offre et les conséquences également au niveau de la demande le sont tout autant. Là. Donc je vais peut-être te laisser, Gab, encore une fois, faire une petite introduction, peut-être un peu comme moi, là, pour les personnes qui sont un peu moins initiées là, de l'impact des circuits intégrés là, sur la vie courante. Puis on pourra peut-être enchaîner par la suite là, sur d'où viennent les causes de cette pénurie-là, et également quel est l'enjeu présentement au niveau de la demande et potentiellement, encore une fois, même au-delà de 2021. Bah, d'abord, merci JP, je trouve qu'effectivement c'est un sujet super intéressant et qui effectivement va pouvoir, comment dire, nous servir de base et de réflexion là, pour aujourd'hui. Je dois t'avouer, moi-même, je suis pas non plus du tout un expert, effectivement, plus dans le côté technologique de la chose. Évidemment, ce sont des technologies qui sont tellement complexes aussi pour monsieur et madame tout le monde qu'on rentrera pas trop évidemment dans les détails, là, mais plus pour vous faire un peu un point, évidemment, sur la situation, puis qu'est-ce qui se passe exactement avec justement cette crise, on pourrait parler ça comme ça, cette espèce de rush en fait sur les semi-conducteurs que tu as vu, les circuits intégrés comme ils sont aussi appelés. Alors pour vous faire un peu en perspective en fait avec ce qui se passe actuellement, les semi-conducteurs en fait ce sont des espèces de micro-puces en fait qui peuvent dont la taille, comment dire, ça ressemble un peu, ça fait la taille d'un doigt à peu près,
mais qui, contiennent des éléments en fait qui peuvent être, qui font une taille proche du nanomètre en fait. Et c'est des outils et c'est des petites puces qui permettent en fait de tourner la plupart des objets informatiques qu'on utilise aujourd'hui. Ça peut être une radio, comme un GPS, tout comme un téléphone portable ou une console de jeu par exemple. Vous avez dû probablement en entendre parler, puis je pense, JP, c'est ce que tu m'avais signalé en off. C'était vraiment, ce qui a été vraiment significatif, si tu veux, comme produit où le manque de semi-conducteurs s'est fait noter, c'est évidemment la sortie des nouvelles consoles, les next-gen, comme on dit, au niveau des consoles de jeu, donc la Xbox One X et plus particulièrement la dernière PlayStation, donc la PlayStation 5, qui pour le coup en fait a frustré beaucoup de consommateurs parce qu'elle n'est pas présente en fait sur les palettes des magasins, alors qu'on voit qu'on s'approche dangereusement en fait de la période des fêtes, si tu veux. Elle est toujours pas disponible. Il y a beaucoup de gens qui ont encore beaucoup de difficultés à l'acheter. Et tu vois, il y a même par exemple des gens, on peut retrouver maintenant ces fameuses consoles sur le marché de l'occasion pour des prix qui sont quasiment le double du prix qui est de vente normalement qui est proposé au détail. Donc je crois que la console est à peu près à 550$ si on y va en dollars américains, et on la trouve aux alentours en fait des 700 à 900$, voire dans certaines régions où c'est un peu plus rare. Je sais qu'au Canada ça a été le cas, où il n'y a pas de possibilité de la trouver à moins de 1000$. Et c'est vrai que c'est un vrai problème, hein, honnêtement. Tu vois, la question qu'on va te poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui justifie effectivement ce manque de semi-conducteurs? Comment en est-on arrivé là alors que jusqu'à présent, il y avait très peu de problèmes au niveau de l'approvisionnement dans de ces puces informatiques. Moi, je pense que la clé, évidemment, de la réflexion, c'est de savoir qu'en fait, on est assez dépendant d'une seule entreprise, que je pense que tu pourras détailler un peu plus en détail, JP, qui s'appelle TSMC. Exactement. Mais tu l'as bien soulevé. Et puis, c'est encore une fois, comme tu l'as dit, là, quand on parlait du côté que la demande était en hausse, tu l'as dit, là, les next-gen au niveau des consoles a été un gros enjeu, mais tout autant le fameux télétravail et la pandémie de la COVID-19. On est arrivé dans une tendance au tout début où tout le monde maintenant devait se procurer, et des compagnies, surtout de manière massive, devaient se procurer des ordinateurs portables, devaient se procurer, si c'était nécessaire, des caméras, un paquet d'appareils électroniques qu'on n'avait pas nécessairement besoin à l'époque en quantité aussi massive, mais aussi en quantité aussi soudaine. C'était pas une demande qui était répartie dans le temps, ce qui fait en sorte que oui, on sait que les semi-conducteurs sont demandés depuis toujours. Comme tu l'as dit, Gab, on s'en rend pas compte à quel point c'est intégré c'est presque un jeu de mots plate, là, mais à quel point c'est intégré dans la vie de tous les jours. Ce qui fait en sorte que la pandémie a vraiment causé une partie sur la demande qui était vraiment notoire, et ça n'a pas arrêté, ça continue de l'être encore maintenant, parce que le deuxième refrain que certains vont dire, ah ben maintenant, à la limite, les next-gen, c'est un petit peu passé, l'intérêt et l'engouement est un peu moins là. Les personnes au niveau du télétravail, la masse importante d'ajouts de nouveaux appareils électroniques, c'est fait. Mais maintenant, la nouvelle tendance, c'est quoi la problématique? C'est les personnes peuvent recommencer à vivre leur vie avec restrictions, bien évidemment, dans certains pays, là, mais peuvent recommencer à vivre leur vie, ont de la liquidité sur eux et décident, par exemple, de s'acheter un véhicule. Et là, on sait que présentement, la demande n'est plus tant sur les appareils électroniques ou les fameuses consoles de jeux vidéo, mais les enjeux sont sur une demande croissante au niveau des nouveaux véhicules. J'en fais partie, t'en as fait partie il n'y a pas si longtemps, j'ai de la famille également, j'ai des amis qui en font partie. On dirait que plein de personnes sont rendues avec des nouveaux véhicules, et ça vient en partie justement de dire, ben pourquoi pas profiter de l'accumulation de liquidité, mais on s'en rend pas compte. Encore une fois, et on est très loin des bonnes vieilles Lada de l'époque là, où ça crachait le diesel. Là. Maintenant, vous le savez, il y a tellement de technologie dans les véhicules qu'il y a presque plus de composantes électroniques que de composantes mécaniques. Donc, c'est vraiment là où la partie vraiment initiale, souvenez-vous-en, puis on va peut-être pas vraiment remettre le point là-dessus, parce que comme tu as dit, Gab, il y en a beaucoup à parler au niveau des enjeux sur l'offre. Mais la demande, c'est vraiment les trois grands axes. Le télétravail avec les appareils électroniques, les jeux vidéo next-gen qui sortent en même temps, pourquoi pas en profiter, et maintenant les automobiles, c'est vraiment des industries qui sont fortement affectées. Maintenant, comme tu l'as dit, il y a toute la logique, encore une fois, de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine qui cause un énorme problème au niveau des semi-conducteurs. Principalement, là, pour vous donner une idée, il y a trois grands joueurs, du moins pour les pays occidentaux, là, en termes de fournisseurs de semi-conducteurs. Il y a, tu l'as mentionné, TSMC, là, pour Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Il y a Samsung, également, qui est dans le coup. Et il y a une compagnie également, là, un fabricant chinois, si je ne me trompe pas,
qui est aussi C'est... SMIC, si je ne Ouais, me c'est trompe ça. pas, qui est comme le troisième également grand en termes d'approvisionnement au niveau des États-Unis. Ce qui s'est passé, et comme vous le savez, on en a parlé dans d'autres épisodes, là, mais les États-Unis et la Chine ont toujours une forme de guerre commerciale là, qui est, bon, présentement peut-être un petit peu plus cachée qu'à l'époque de Trump, mais qui existe encore toujours et qui implique vraiment beaucoup de friction entre les deux pays. Donc, la fameuse compagnie TSMC et Samsung roulaient déjà à plein régime de leur côté, à pleine capacité pour fournir, encore une fois, les pays occidentaux et principalement les États-Unis. Mais SMIC, cette compagnie-là, encore une fois, qui est une compagnie chinoise, spoiler, là, c'était assez étonnant, a eu des restrictions qui ont été imposées par le gouvernement américain pour des raisons, encore une fois, X, Y, Z. Là, on pourrait tomber dans les détails. Personnellement, je n'ai pas l'information sur qu'est-ce qui a amené le gouvernement américain à mettre des restrictions sur cette compagnie-là chinoise. Bien évidemment, de manière hypothétique, lorsqu'on parle d'outils technologiques et d'information, c'est certain qu'il doit y avoir une relation entre, encore une fois, l'espionnage industriel, ça c'est mon avis personnel, mais tout ça pour dire qu'il y a un des trois grands joueurs qui a été volontairement et qui n'a pas arrêté sa production. C'est vraiment les États-Unis qui ont restreint les commandes qui provenaient de cette compagnie-là, ce qui a déjà commencé à créer un problème au niveau de l'offre, parce que ça prenait ces trois gros joueurs-là qui produisaient les circuits intégrés pour pouvoir, encore une fois, subvenir à la demande, et la demande était, encore une fois, on l'a dit, croissante. Donc SMIC se met de côté, des restrictions par le gouvernement américain, ce qui met une pression énorme sur Samsung et sur, tu l'as mentionné Gab, TSMC. Et là, boum, qu'est-ce qui se passe? Et là, le gros enjeu qui a amené tout ça, et encore une fois, c'est un enjeu un petit peu environnemental qu'on pourra parler dans un autre contexte, là, mais TSMC, comme on l'a dit, qui était la compagnie restante avec Samsung pour fournir, ben, il y a eu une sécheresse épouvantable à Taïwan, et on dirait qu'on ne réalise pas à quel point le besoin en eau pour la création de composantes électroniques est élevé. Personnellement, encore une fois, c'est une information que je ne savais pas moi-même, là, mais TSMC, je crois, avait besoin d'à peu près 63 000 tonnes d'eau par jour, ce qui correspondait, je pense, à 10% de leur réservoir qu'ils avaient là, au niveau d'une de leurs usines principales pour la production de ces circuits intégrés-là. C'était 10% du réservoir, mais là, soudainement, l'eau n'était plus disponible et on commençait à avoisiner un seuil où il n'y avait pas un assèchement complet, mais le fait d'avoir besoin de 10% de la quantité ou de la production du réservoir local par jour à peu près, faisait en sorte que ben là, ça fonctionnait plus. Et c'est là où, et comme je l'ai mentionné en prémisse, c'est ton ami qui me l'avait soulevé, mais que présentement, ils étaient en train de dire, ben ok, on est un petit peu dans le trouble, TSMC, notre usine n'a plus suffisamment d'eau pour la production de semi-conducteurs. On va construire une autre usine à côté d'un autre réservoir, mais qui n'est pas non plus certain en termes d'approvisionnement en eau. Ce réservoir-là aussi est à risque des sécheresses, donc c'est un peu de déplacer le problème, d'avoir maintenant deux usines, mais qui sont sous deux réservoirs qui tout autant peuvent se retrouver avec des problématiques. Donc c'est un peu ça qui a amplifié la problématique. On l'a dit, SMIC, la compagnie chinoise qui s'est faite mettre de côté par des restrictions, et TSMC, qui est vraiment le géant, qui ne pouvait plus produire à la même fréquence ou à la même niveau de production habituel. Oui, et puis le gros problème, si tu veux, qu'il y avait effectivement toujours dans le même, en tout cas avec SMIC, c'est qu'aussi ils étaient suspectés évidemment d'espionnage industriel. T'en as touché deux mots, justement pour espionner TSMC. Ça, c'était au début des années 2000. Pour le moment, bon, je dois t'avouer, les compagnies chinoises, tu veux, quand il y a des jugements qui sont rendus effectivement dans d'autres juridictions, du genre par exemple aux États-Unis, c'est sûr que ça n'a aucune valeur. Hein. C'est vrai que les Chinois, bah, ils font leur business de leur côté, puis c'est comme ça. Et c'est vrai que bon, il y a aussi les sanctions américaines, ceux qui ont pesé lourd évidemment dans ce problème majeur. Je pense, c'était comment dire quand même su, hein, que évidemment la Chine, encore une fois, en tant que puissance, tu veux, industrielle, économique et moteur, je te dirais, de l'industrie mondiale. Évidemment, le fait de se fricoter puis de pas être en bon terme, sûr que ça a créé énormément de problèmes. Tu vois, il y avait déjà des problématiques qui avaient été soulevées, si tu veux, même par le département, si tu veux, le département en tout cas de la défense aux États-Unis, puisque ces puces-là, donc celles en tout cas de SMIC, pourraient être utilisées, tu veux, par exemple, dans du matériel militaire américain. Il y a des problèmes évidemment d'espionnage qui peuvent être potentiellement impliqués là-dedans. Tout ça fait partie évidemment de ce grand conflit, si tu veux, Chine-États-Unis qui ne fait que commencer. Hein. Tu vois, on a eu la guerre froide entre 1945 et jusqu'à 1991. Moi, je pense qu'on assiste à une nouvelle guerre froide, si tu veux,
entre les États-Unis et la Chine, mais une guerre froide qui se base beaucoup plus sur la relation, si tu veux, sur le commerce, et sur le déficit commercial, par exemple, américain. Et tout ça, c'est des choses, tu veux, qui font que cette accumulation de problèmes entre Covid, des commandes épouvantables, du lancement de nouveaux produits, si tu veux, qui ont pour le coup été lancés, si tu veux, avec, je pense, beaucoup de bonnes intentions, hein, parce que c'est sûr qu'une marque, elle peut pas se permettre de stagner, évidemment, même pendant la Covid. Je pense que le fait qu'aujourd'hui, on soit de plus en plus à la maison, hein, rien que pour consommer du contenu, c'est sûr que ça contribue, si tu veux, à l'explosion de la demande, tu veux, de différents produits. Ça peut aller du Chromecast jusqu'à la PlayStation, qui, au passant, au demeurant, est une très bonne console pour l'avoir essayé. Mais c'est vraiment, je dirais, c'est tout cette espèce d'ensemble de facteurs qui crée aujourd'hui la situation qu'on a aujourd'hui, où la plupart des fabricants, par exemple, d'électronique, même Samsung, certaines de leurs puces, tu pourrais penser qu'ils achètent leurs propres puces. Pas toujours. Il y a des fois, Samsung va s'approvisionner chez TSMC, Qualcomm, qui par exemple fabrique des puces, par exemple des processeurs de téléphone, notamment par exemple leur gamme Snapdragon qui équipe la plupart des téléphones Android. Apple, pendant longtemps, a acheté effectivement du TSMC, même pour et même du Samsung pour ses processeurs, puis du TSMC. Ils commencent à progressivement vouloir faire tout eux-mêmes. Je ne sais pas si, comment dire, j'ai malheureusement pas plus d'informations que ça, à part justement que leur nouvelle gamme M1 donc de processeurs est fabriquée à la maison par Apple directement, ainsi que les processeurs A qui équipent les iPhones. Et tu vois, donc c'est vraiment Intel, évidemment, j'ai oublié, Nvidia, on a oublié de le signaler, évidemment, il y a le problème, l'explosion de la demande des cartes graphiques aussi qui s'est fait noter. Alors cette explosion-là, elle est due pour une autre raison. Évidemment, c'est les prix des crypto-monnaies, parce que vous le savez, pour miner de la crypto-monnaie, il faut avoir des machines très puissantes avec des cartes graphiques, pour une raison d'ailleurs que j'ai du mal à comprendre, mais bon, ça c'est plus un détail. Et ces cartes graphiques-là demandent bien évidemment de matériel TSMC, donc notamment Nvidia et AMD, qui sont les deux fabricants mondiaux de cartes graphiques. Donc tout ça fait en sorte qu'on a un espèce d'embouteillage énorme au niveau de la production. Et tu vois, je lisais un article, et après je te rendrai la parole, JP, je lisais un article, tu vois, de CNN qui nous disait qu'il y a quelques jours, donc je crois que ça datait de la semaine passée, qui nous disait que justement Intel allait construire une énorme usine en mettant évidemment des milliards de dollars pour construire cette usine-là, pour justement fabriquer eux-mêmes leurs propres puces, pour pouvoir être beaucoup plus indépendants dans leur chaîne de production. En revanche, ce dernier nous dit que probablement jusqu'à 2023, tu vois, selon le CEO, donc M. Patrick Gelsinger, qui nous disait que jusqu'en 2023, on risque toujours d'avoir un problème d'approvisionnement, encore une fois, en semi-conducteurs. Exact. Puis tu l'as bien mentionné, là, c'était assez bien illustré dans tes propos. Là, c'est vraiment que ça crée un goulot, parce qu'on l'a mentionné, la demande est de plus en plus là. Donc les impacts sur les compagnies qui ont besoin de ces semi-conducteurs-là sont énormes. Mais aussi, un semi-conducteur, c'est fait avec des matières, entre autres, qui ne sont pas directement disponibles chez TSMC ou chez Samsung, par exemple. Donc, il y a aussi des fournisseurs qui, par le fait que l'offre également a ralenti, comme on l'a dit, à cause de la guerre commerciale, à cause de la sécheresse à Taïwan, etc., fait en sorte que ces compagnies-là aussi ont des enjeux avec, eux, peut-être une accumulation de ressources à un certain point. On sait qu'il y a une partie qui est des ressources minières, encore une fois, qu'il y a certains endroits où c'était un petit peu plus compliqué d'aller miner pendant la pandémie. Donc, c'est vraiment le fait qu'on réalise à quel point on prenait pour acquis le fait que les semi-conducteurs étaient quelque chose qui allait être fluide pour toujours, mais qui, comme tu l'as dit, en réalité, fait en sorte que maintenant la demande et l'offre, autant les fournisseurs de ces compagnies-là que les acheteurs, sont impactés de manière négative par ce qui se passe. Et tu l'as bien mentionné, les compagnies d'importance qui ont vraiment un enjeu majeur sur l'échiquier mondial des technologies vont vouloir essayer de rapatrier ça chez eux. Mais encore une fois, est-ce que ça va être comparable en termes de coût, en termes de qualité? Est-ce que ça va être encore une fois, comme on le sait qu'Apple le fait fréquemment, va aller ouvrir une usine dans un pays un peu défavorisé et que l'usine va être de mauvaise qualité? Il y a beaucoup de risques, encore une fois, là-dessus. Et plus des compagnies privées vont ramener ça chez eux pour la production de semi-conducteurs, plus également le fait de rester à jour sur la qualité ou sur les innovations de ces semi-conducteurs-là va probablement impliquer de l'espionnage industriel. Encore une fois, c'est ce qui est un petit peu problématique. Donc, c'est vraiment, ça lève le voile sur toute une problématique qu'on n'avait pas réalisée. Plusieurs personnes voyaient, je regarde d'avoir une PS5, c'est pas trop d'importance pourquoi, mais en réalité, encore une fois, les impacts sont assez importants.
Et comme on l'a dit, là, le fait que la crise États-Unis-Chine est encore une fois un vecteur d'une problématique au niveau du commerce international, là, c'est ce qui va continuer à nous intéresser à vous faire d'autres sujets à l'avenir. Gab, tu l'as bien soulevé, là, c'est quelque chose qui risque de se poursuivre. Et encore une fois, c'est un petit peu de ramener le plus possible d'œuvres dans leur panier respectif. Là. Les États-Unis essaient d'aller chercher des alliés un peu partout, tout comme la Chine le fait avec les roues de la soie. Donc c'est sûr qu'il va y avoir des clashs de ce genre-là dans plusieurs industries à venir et qu'on va encore une fois avoir plusieurs informations et l'information va être mise au jour encore une fois dans des prochaines problématiques au niveau d'autres industries. Oui, et puis d'autres industries, tu vois, tu m'excuses JP, une industrie sur laquelle on pourrait penser qu'il n'y a pas besoin de puces et pourtant c'est bien l'automobile. Hein. On l'a dit qu'aujourd'hui, tu l'as bien dit JP, que c'était un secteur où aujourd'hui on utilise de plus en plus de puces. Tu vois, par exemple, la semaine passée, General Motors, ils ont annoncé qu'ils ont coupé toute une ligne de production, ce qui est très très rare, hein, évidemment, puisque ça se fabrique évidemment en ligne, maintenant, aujourd'hui, les véhicules, qu'ils allaient suspendre des lignes de production de certains pick-up trucks, justement pour pouvoir combler la demande, en tout cas, de semi-conducteurs. Alors, je dois t'avouer... moi, et puis je te laisserai le mot de la fin, mais je pense que on n'est pas au bout de nos peines avec ce problème majeur et le fait qu'on soit dépendant que seulement de 2 acteurs dans l'industrie, ça me pose énormément de questions et surtout aux Américains et aux Européens. Je pense qu'on a, Européens, j'inclus Nord-Américains bien évidemment, hein. Ça nous pose énormément de problèmes et j'espère qu'il va y avoir une réaction, si tu veux, pour qu'on n'ait plus cette relation de dépendance en permanence, justement, envers une seule entreprise, malheureusement. Là. Exact. Pour une industrie, comme tu l'as dit, et en fait pour des industries qui sont aussi critiques, encore une fois, c'est sûr que les jeux vidéo, c'est une paire de manches, là, mais on peut parler également de tout le domaine des appareils médicaux, par exemple, qui vont impliquer également, on parle des PS5, là, mais c'est sûr qu'il y a des industries qui sont encore plus critiques, qui en ont encore plus besoin, donc effectivement, ça devient un enjeu de société qui est beaucoup plus majeur que le divertissement ou les déplacements là, avec les PS5 et les Ford F-150, comme nos voisins américains aiment tant. Donc, effectivement, on essaiera de garder le sujet actif là, si on voit qu'il y a de grandes innovations. Là, c'est pas mal comme ça, comme tu l'as soulevé, Gab, depuis quelques temps, là, depuis que tout a été mis au jour là, avec le stress de la pandémie l'année passée. Donc, on verra s'il y a des changements, s'il y a des évolutions, là, mais comme tu l'as dit, là, le fait d'avoir une capacité occidentale, de pouvoir avoir un schéma de production qui est plus maison, entre guillemets, ou qui est plus local pourrait être intéressant. Encore une fois, à quel coût, etc., c'est ce qu'on pourra suivre dans les prochains mois. Donc, passons maintenant à notre deuxième segment, place au débat. Parfait. Donc, pour cette deuxième édition là, du Place au débat, là, on vous avait fait un segment un peu plus local à l'époque là, en parlant du mouvement indépendantiste au Québec. Là, on va un peu plus large avec un petit constat sur la politique américaine. On veut vraiment parler la politique américaine entre Trump et Biden, un petit peu voir où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui change et qu'est-ce qui nous attend surtout, qui nous attend, je nous inclus parce que comme je l'ai dit, le Canada et la France également d'une certaine manière sont assez interdépendants avec ce qui se passe au niveau des élections américaines personnellement, et ça je l'ai toujours dit, puis Gab, tu l'as probablement vu depuis que tu es au Québec, les élections américaines je crois sont plus suivies que les élections canadiennes. C'est vrai, c'est vrai. Qui est assez triste mais qui est une vérité absolue. Et avec raison, encore une fois, au niveau de l'impact qu'on a, on est un petit peu un État américain d'une certaine manière, là, avec nos 36 millions, 38 millions de personnes au Canada. Mais effectivement, c'est de voir où est-ce qu'on s'en va et surtout de comparer un peu la situation actuelle qu'on voit aux États-Unis, qui est vraiment une dissociation, une scission complète au niveau des États. Le fait que le vote populaire n'est jamais tant séparé que ça par des millions de personnes. On sait que les États-Unis ont quand même un bassin de personnes votantes qui est quand même assez notoire. Et le record, si je me trompe pas, l'un des records au niveau du nombre de personnes qui ont voté s'est fait lors des dernières élections entre Trump et Biden. Ouais. Mais je veux dire, même s'il y a plein de monde qui ont voté aux États-Unis, même si c'était des personnes qui ne votaient peut-être pas avant ont décidé de voter, ça n'a pas empêché que les résultats électoraux ont quand même été avec une proximité du vote qui est encore une fois absolument incroyable. Donc, c'est un petit peu ce qu'on veut discuter, là, de voir où est-ce qu'on en est premièrement. On sait que Trump a recommencé à faire du bruit un petit peu après s'être pris quelques mois de vacances là, pour commencer l'année après l'inauguration de Biden. Donc, on sait que Trump semble un petit peu remettre le bon vieux, en anglais, le wagon sur les rails là, pour vraiment essayer de réobtenir la candidature républicaine pour les prochaines élections. Mais c'est un petit peu de dire aussi pourquoi est-ce qu'on est plus capable de voir des versions des élections américaines comme à l'époque, où même si c'est un candidat républicain, par exemple, il pouvait quand même y avoir
une majorité de vote qui était visuellement, là, du moins, quand même assez notoire, qui permettait de dire, même si c'était quelqu'un de républicain, il était suffisamment, par exemple, au centre pour que des États démocrates s'intéressent à le réélire. Et on sait, j'aime bien ça, je regarde souvent des vidéos là, qui montrent les résultats électoraux de différents pays, dont les États-Unis, depuis des années. Puis il y a des périodes qui datent de pas si longtemps que ça où des présidents américains avaient la majorité des États qui étaient sous. Il n'y avait aucun débat au niveau de qui avait gagné les élections. Il n'y avait aucun. Personne n'envoyait des briques sur le fameux collège électoral qu'on a déjà parlé dans un épisode passé. Donc c'est vraiment de dire pourquoi est-ce que maintenant on se retrouve dans un contexte où les États-Unis ne sont plus capables de définir et de s'entendre sur un même candidat, par exemple au niveau de la présidentielle. Et surtout, que ça va au-delà de la personne. C'est vraiment que les partis ont des bases qui sont presque 50-50. Donc, à chaque élection, peu importe qu'on ait des personnes comme Obama ou peu importe vos idéologies, encore une fois, respectives, chers auditeurs, là, on se retrouve quand même avec des... Il n'y a pas personne qui peut être défini comme étant, ben lui, c'est vraiment le leader qu'on veut aux États-Unis. Tu vas quand même avoir 50 millions de personnes ou 48%, 49% de la population qui va dire non, on vote pour l'autre parti. C'est quelque chose qui me passionne vraiment. Et puis, je pense, Gab, tu peux peut-être enchaîner là-dessus là, avec également ta vision des choses là, sur le clash Trump-Biden et aussi le fait qu'on est vraiment dans une scission complète des États-Unis qui semble être, pas éternelle, mais qui semble être là pour bien des années à venir. Là. Bah, je le dis souvent, mais c'est sûr que, encore une fois, c'est très théorique, mais je pense que les États-Unis est un pays, on le dit, et c'est de plus en plus notoire, c'est un pays qui est énormément divisé. Hein, les États-Unis ont connu des centaines d'années d'esclavage aussi, qui fait que, si tu veux, il y a quand même une société qui a été traumatisée, je pense, qui a été vraiment divisée sur cette question-là. Il y a eu ensuite la ségrégation raciale. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que la ségrégation politique continue, si tu veux. Les gens, comment dire, ne se parlent plus. Si tu veux, l'Amérique de Trump et l'Amérique de Biden, ce sont deux réalités complètement différentes. Pour le mieux et pour le mieux et pour le pire, hein, rendu là, c'est que, et je souhaite le préciser, là, le but n'est pas d'avoir une opinion, j'aurais pas une opinion pro-Biden ni pro-Trump, parce que déjà, vraiment, je vote pas aux États-Unis, puis je suis pas américain, c'est à eux de décider par eux-mêmes. Mais tu vois, c'est une société que je trouve énormément divisée par rapport à ce qu'on connaît, par exemple, nous, au Nord, on pourrait dire ça comme ça. Et c'est vrai que c'est ce qui est fascinant du coup avec l'élection américaine, c'est que ça se joue à pas grand chose, alors que c'est quand même joué à 5 millions de voix d'écart, si tu veux. C'est le plus grand écart de voix qui s'est fait en 2020, donc du coup pour l'élection présidentielle. Puis rappelons qu'aussi les élections aux États-Unis donc ont lieu tous les ans, hein, et ça je précise bien, au mois de novembre, parce que chaque année il y a des nouvelles élections avec un nouveau thème. Donc des fois c'est les élections pour les gouverneurs, pour par exemple pour des primaires par exemple. Donc c'est vraiment pas une paire de manches, et je pense que on n'est pas au bout de nos surprises avec un potentiel retour de Donald Trump. Et après je te laisserai continuer, je pense, de ton côté, JP, mais le problème c'est que là on se retrouve avec deux grands partis, si tu veux, qui au sein d'eux-mêmes sont énormément divisés. Tu vois, côté républicain, bah, t'as des gens comme Donald Trump, et t'as des gens qui, par exemple, donc, qui sont plutôt, qu'on pourrait dire, nationalistes, un peu d'extrême droite, là, pour faire simple, et des gens qui sont juste des libéraux conservateurs, tu sais, qui veulent juste avoir, par exemple, comme George Bush, par exemple, qui sont juste des gens qui veulent un laisser-faire au niveau de l'économie, qui veulent juste avoir du régalien, si tu veux, de la sécurité avant tout. Et du côté démocrate, si tu veux, de l'autre côté, bah, tu as par exemple des gens comme OAC et Bernie Sanders qui vont être aujourd'hui ce qu'on pourrait qualifier encore une fois d'extrême gauche, et des gens qui sont quasiment, qu'on pourrait dire par exemple nous en France, qui sont de droite. Joe Biden, c'est pas un type de gauche, faut se le dire faut se le dire clairement. Il pourrait ressembler par exemple beaucoup à un Emmanuel Macron politiquement. Exact, puis c'est exactement ça le point, puis on en parle souvent, là. Sans prendre de parti, le problème aux États-Unis, c'est quoi? C'est le fait qu'il y a deux partis. La problématique, et ça, je sais que la France, encore une fois, la démarche, la structure est plus similaire à celle des États-Unis que l'est le Canada, mais le fait d'avoir des choix de partis qui permettent justement à ces extrêmes-là et à ces partis centres-là, encore une fois, ou ces visions centres-là, de ne pas être inclus à la même place. Là, comme tu l'as dit, Gab, tu as les démocrates qui représentent toute la gauche, puis tu as les républicains qui représentent toute la droite de l'autre côté.
Et c'est l'enjeu principal, c'est que quelqu'un comme, et on le voit souvent, puis encore une fois, on suit beaucoup les nouvelles là-dessus, mais tu sais, quand on parle de toutes les formes de projets de loi au niveau de la Chambre, au niveau du Sénat, ou peu importe, au niveau américain, même s'il y a quelque chose qui sur papier peut être, que ça fait du bon sens pour la population en général, autant une proposition républicaine qu'une proposition démocrate pourrait être refusée ou pourrait ne pas passer juste pour une ligne de parti, entre guillemets, alors qu'en réalité, ça aurait un impact favorable. Il y a beaucoup de tractations, il y a beaucoup de parures, si on peut dire, dans les décisions pour dire, OK, mais en réalité, cet élément-là, qui est au final très bon pour tout individu qui est américain, va finir par passer, mais sur papier, ça prend absolument, par exemple, une opposition démocrate si c'est un biais républicain, et une opposition républicaine si c'est un biais démocrate pour que dans les médias, ça paraisse que les républicains représentent les intérêts des républicains et que les démocrates représentent les intérêts des démocrates. Donc, il y a beaucoup cette structure-là qui fait en sorte que il n'y a pas grand-chose qui avance. En réalité, là, à part les élections, une fois qu'on arrive là, et que, à part la partie pour laquelle le président a libre main, qu'il peut faire ce qu'il veut, ou là, oui, ça bouge, tu l'as dit, là, tout ce qui est avec son équipe au niveau du commerce, au niveau de l'économie, etc., il y a beaucoup de choses que le président peut faire avec son équipe, mais dès que tu commences à parler des projets de loi au niveau des chambres, c'est souvent du surplace qui se passe d'année en année, c'est souvent, encore une fois, des projets qui ne passeront pas, et comme tu l'as dit, c'est tout à fait logique, parce que quelqu'un comme Biden, qui doit représenter les démocrates, doit parler également pour aller chercher les votes de l'aile extrême des démocrates. Et même chose pour quelqu'un comme Trump, qui devait parler également pour la partie extrême de la droite au niveau des républicains. Donc, le fait d'avoir deux individus qui sont face à face, mais deux partis qui représentent des millions et des millions et des millions et des millions de personnes qui, comme tu l'as dit, Gab, vivent des contextes qui sont fortement différents, ça devrait pas être le cas. S'il y avait le moindrement, et tu l'as mentionné par exemple, 4 partis où les extrêmes ont des représentants officiels pour la présidentielle, un peu comme tu l'as mentionné, et aussi où Bernie Sanders. Sanders était un homme politique, encore une fois, qui était très respectable. Certains vont pas aimer ses idéologies, bien évidemment, mais en tant que tel, il a toujours été pas loin d'être le candidat démocrate pour des élections, mais jamais il n'aurait pu l'être parce qu'il parle beaucoup trop à une base très ciblée des démocrates. Donc c'est vraiment là où on a une problématique assez notoire de dire, à deux partis, ça va toujours amener une scission. Donc il y a ça, et on l'a dit également, il y a le contexte à la base de tout ça également, qui est, c'est un pays qui est énorme, mais qui est, comparativement au Canada, où oui, on est énorme en tant que pays, mais on n'a presque pas de population, le contexte de chaque individu dans chaque État est fort différent, parce qu'au sein même d'un même État, on voit une différence notoire entre les villes et les régions. Et tu fais ça, mais tu fais ça pour l'État de l'Oregon, les personnes des régions, par exemple, de l'Oregon, qui sont probablement plus républicains, par exemple, c'est statistiquement, encore une fois, uniquement qu'on dit ça, ça va être très différent des personnes des régions en Floride, qui sont à des milliers et des milliers et des milliers de kilomètres l'un de l'autre. Donc, comment est-ce que les républicains, par exemple, peuvent représenter ces deux personnes-là? Comment est-ce que les démocrates peuvent représenter des personnes éduquées des villes au Michigan? Encore une fois, et on l'a dit, le Michigan a été super affecté par rapport au Texas, par exemple. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment fascinant de voir à quel point une voix commune doit être représentée par un parti, mais avec un bassin d'électeurs qui ont des idéologies qui ne pourront jamais être centralisées, ne pourront jamais réellement se rejoindre, et qui vont devoir continuer à avoir toujours un parti dans lequel il va y avoir différentes ailes. Donc déjà, le parti en soi ne s'entend pas, et qu'on arrive par la suite, comme on l'a dit, au niveau des chambres, au niveau des projets de loi, et qu'il y ait de la parure juste pour qu'on ait un paquet de nouvelles au niveau de CNN, là, que CNN puisse vivre littéralement, là, que donc puisse avoir un paquet de nouvelles pour rappeler que ce mois-ci, là, finalement, après 2 mois de discussion, ils ont décidé d'augmenter une prestation parentale, ce que les républicains au final désiraient, et ce que les démocrates au final désiraient, mais c'était proposition républicaine, donc les démocrates ont fait vie dure pour la parure. Donc c'est vraiment le grand débat, et selon moi, comme je l'ai dit, le point de mon avis problématique sans parti, c'est vraiment à 2 partis aux États-Unis, c'est impossible que ça fonctionne, et c'est impossible qu'on retrouve le modèle de l'époque où des élections pouvaient être un balayage bleu ou un balayage rouge, entre guillemets. Ça va toujours être des contextes hyper scellés, surtout, encore une fois, avec la complexification de toute la société qu'on connaît maintenant. Puis ce que je trouve assez pathétique aussi aux États-Unis, c'est qu'au final, les deux alternatives, excuse-moi, mais qui restent, au niveau des indépendants, c'est Dwayne Johnson et Kanye West. C'est quand même très drôle, mais c'est ça que je trouve assez terrible. Alors c'est sûr qu'on va rejouer le jeu des primaires. Des primaires, ça va commencer dès l'année prochaine, parce que vous le savez, être président des États-Unis, ça se prépare 2 ou 3 ans à l'avance. Hein. Il faut d'abord, et surtout que, vous savez, côté républicain, on n'aura pas le choix de passer par des primaires. Et la question principale, je pense, et qui va peut-être poser, je pense, beaucoup de fils à retordre côté
comme tu sais, du Grand Old Party, comme on l'appelle, c'est que c'est sûr que les Trump a une logique de dire je ne veux pas passer à travers la primaire. Je suis censé être le candidat reconnu étant donné que je suis l'ancien président des États-Unis. Ce qui est un argument, je dirais, quand même plutôt correct là, en soi. C'est quand même la personne qui a dirigé le pays pendant 4 ans. Côté républicain, c'est de dire non, la tradition, c'est quand tu as une nouvelle élection, on doit jouer effectivement et que t'es pas le président sortant de ton mandat, bah tu dois refaire une primaire. Donc ça va être discuté évidemment du côté évidemment de la direction générale du parti, de savoir encore une fois est-ce qu'on va y avoir un jeu de la primaire. Il y a aussi souvent aussi ce côté, et ça c'est très américain, cette logique de endorse, c'est de dire bon écoutez, je pense que le candidat il a même pas besoin à la clameur du public. C'est lui qui va être le candidat désigné, si tu veux, par le parti. Et c'est vrai que ça va... Là, rendu là, il n'y aura pas d'élection primaire. Ou un peu, il y en a parfois des élections primaires d'un parti quand c'est un candidat sortant et en fait, tu n'as pas d'opposant. Donc, il est élu à 100%. Et c'est ça qui risque de se passer. C'est l'une des potentielles pistes qui risque de se passer. En revanche, je pense que l'héritage de Trump est un héritage compliqué, si tu veux, pour les républicains. Ils sont dans une stratégie de dire, bon, on a perdu les élections, manifestement, si tu veux, de 2020. On a perdu le Sénat. On a perdu la Chambre des représentants, ce qui est quand même... On n'a pas réussi, en tout cas, à flipper de ce côté-là. Ils ont perdu le Sénat, pas vraiment, hein, vous le savez, c'est parce qu'il y a eu 50-50, mais avec le vice-président, ça fait la 51e voix. Enfin, je ne veux pas rentrer trop dans les détails, mais c'est vrai que ce jeu-là fait qu'en gros, les républicains sont, depuis l'année passée, sont dans une position de faiblesse. Ils sont clairement... Alors la question c'est est-ce qu'ils veulent traîner le boulet Trump, qui a quand même provoqué quand même, je pense, le plus grave incident politique de ces 30 dernières années aux États-Unis, qui est évidemment la prise sur le Capitole, qui je pense est non seulement un événement très grave d'un point de vue politique, mais ça aussi, si tu veux, moi je pense vraiment une attaque envers la démocratie américaine. On en avait déjà parlé dans le podcast précédemment, on ne va pas se répéter. Et est-ce que les républicains vont vouloir garder, si tu veux, conserver leur lien avec ce type-là? Je pense que ça va être compliqué. Et c'est pour ça que je pense que l'option de la primaire, à mon opinion, va rester, je pense, la plus probable. Exactement. Puis tu sais, je pense que c'est un bon point. Là. La manière de voir les choses, c'est effectivement, on dirait que le risque que Trump, avec son mandat unique, alors qu'il a le droit à un deuxième mandat, et Trump avec le poids de ses supporters là, qui sont absolument... impressionnant là, en puissance et en comment dire en passion là, pour leur candidat. Là. C'est assez impressionnant de voir à quel point ces personnes-là seraient prêtes à tout faire. Ils sont des républicains, oui, mais sont presque plus des... On l'a mentionné, ils amenaient presque une nouvelle idéologie politique complète, là, tellement que sa fanbase était énorme. Ça fait en sorte, comme tu l'as dit, que les républicains... Est-ce que les républicains vont pas justement céder d'une certaine manière en disant on va lui permettre d'essayer, s'il gagne, au moins on va être libéré de Trump parce qu'il aura fait ses 2 mandats puis il pourra aller faire le restant de sa vie au lieu de toujours avoir le risque pour peut-être encore une fois tout le temps où Trump voudra rester actif, là, mais de toujours rester dans la lucarne de dire si c'est pas lors des prochaines élections, ce sera peut-être les prochaines. On dirait que ce risque-là de cette personne-là, je me dis qu'il n'y a pas un moment où Trump va juste décider de dire ok, tant pis la politique. J'ai des doutes, sauf si encore une fois il finit par être candidat. Et encore une fois, certains vont dire oui, certains vont dire non. Là, on ne donne pas d'avis aujourd'hui. L'autre point également que je voulais faire peut-être pour conclure, c'est de parler de l'autre côté pour les élections qui vont arriver là, dans 3 ans maintenant, si je ne me trompe pas. Le côté Biden. Qu'est-ce qui va arriver avec Joe Biden? On sait que Biden s'est entouré d'une équipe qui est forte parce que c'est un petit peu le personnage charismatique qui était devant son équipe. Un peu à la Trump, mais c'est clairement moins. Là. Mais d'une certaine manière, est-ce que Biden va être encore apte à avoir le pouvoir et à être président lors des prochaines élections, ou est-ce qu'une transition vers Kamala Harris en tant que présidente va avoir lieu? Et là, à quoi ressemblerait, et encore une fois, c'est juste pour mettre une prémisse, mais à quoi ressemblerait un ticket électoral ou un duel entre Kamala Harris d'un côté et le retour de Trump de l'autre côté? Ce serait une élection générationnelle au niveau des États-Unis pour, encore une fois, la première femme présidente pour être Kamala Harris. Encore une fois, la même chose, une personne noire qui, comme Obama le fait, là, avait réellement pu briser des murs épouvantables au niveau des États-Unis, mais à quel point il va y avoir un clash épouvantable, considérant que
la base électorale de Trump est quand même, et encore une fois, c'est pas pour les attaquer, mais a quand même une bonne partie de personnes qui vont être un petit peu racistes, et même beaucoup racistes, pour ne pas le dire. Donc, en tant que tel, ça pourrait être cette élection-là, sur papier, si c'est effectivement le cas, Biden lègue, effectivement, au lieu de se représenter pour un deuxième mandat, décide de léguer la place à Kamala Harris, et de l'autre côté, tu as les républicains qui placent Trump sur le billet. À quoi ça va ressembler? Ça va être, encore une fois, on dirait à chaque fois à quel point les élections, surtout les deux dernières, ont été incroyables en termes de, c'est pas d'intérêt, là, mais d'ampleur que ça a eu et à quel point ça a fait couler surtout les dernières. Là, on s'entend, là, mais il y a une gradation, on dirait, de l'aspect de l'aspect incroyable de ces élections-là. Et là, c'est de dire, est-ce qu'il va encore avoir une autre élection qui va être encore plus surréelle aux États-Unis? C'est dur à croire, mais on s'ennuie presque des bons vieux clashs entre George Bush et Al Gore, où c'était deux personnes de centre globalement, mais qui avaient chacun leurs propres intérêts et leur propre parti. C'était peut-être les meilleures époques où au moins il n'y avait pas tant de surprises. La politique, et je pense que les anciens présidents l'avaient dit, mais la politique était le bon vieux boring. Aux States, c'était pas compliqué, c'était très cravate, veston-cravate, tranquille. Maintenant, ça sort vraiment de l'ordinaire et tu l'as soulevé, puis on peut peut-être laisser là-dessus, là, mais il parle beaucoup de dire, les personnes sont quand même intéressées à dire pourquoi pas Dwayne The Rock Johnson comme président. Il y en a qui disent pourquoi est-ce qu'il se présenterait pas en tant que démocrate à un certain point si jamais les démocrates perdent, par exemple. Je pense qu'il est plus démocrate que républicain. Là. Si jamais les démocrates perdent, pourquoi pas est-ce que pas les prochaines élections, mais l'autre d'après, Dwayne The Rock Johnson ne pourrait pas être le président, alors que maintenant d'avoir quelqu'un comme Trump qui a été président, mais ça ouvre les portes à dire, officiellement, tu pourrais avoir une connaissance de base de n'importe quoi, puis tu pourrais très bien être président des États-Unis. The Office n'a plus autant de valeur et n'implique plus d'être un politicien de carrière pour faire cet emploi-là. Donc, ça sera à suivre, mais c'était un petit peu la prémisse qu'on voulait faire. Peut-être, Gab, tu as un mot de la fin à faire. Oui, puis un dernier point aussi qu'il va falloir surveiller, côté républicain, je repasse de l'autre côté, c'est évidemment Donald Trump Jr. Parce que c'est lui qui est parce que faut avouer que son père, pour pas être vulgaire, a un peu la merde au cul, là, pour pas, pour pas être vulgaire, mais Donald Trump Jr., selon certaines sources, notamment le New York Times, et puis j'avais lu CNN, est quand même pressenti, si tu veux, pour peut-être prendre la succession de son père. Enfin bref, l'Amérique est un feuilleton, je te dirais, en tout cas l'Amérique politique, c'est un feuilleton permanent, je te dirais, et moi, évidemment, on va s'intéresser, hein, on le dit à chaque épisode, et continue à vous intéresser. Bon, je pense que là, il faut dire, et les médias nous en parlent tellement, si tu veux, je pense pas qu'on peut passer à côté, évidemment, de la future primaire, déjà. Puis déjà, il y a les mi-mandats, on oublie pas. D'abord, il y a il y a le midterm qui s'en vient normalement en novembre prochain, donc novembre 2022. On va savoir si les démocrates vont réussir à conserver la Chambre et conserver le Sénat. Ça va être compliqué. En tout cas, on va suivre tout ça avec grand intérêt. C'est une très bonne tangente vers les élections qui s'en viennent 2 ans plus tard. Donc, c'est ce qui est assez intéressant. Et ça peut encore une fois mettre des bâtons dans les roues sur les plans des démocrates pour la fin de ce mandat-là et les prochaines élections. Là. Donc, comme on l'a dit, tu l'as bien dit, Gab, mais continuez à vous informer. Mais c'est sûr que les États-Unis, on ne passera pas à côté, là, du moins en Occident, c'est le vecteur principal. Donc la politique a un impact majeur et encore une fois, c'est quelque chose qui va continuer à faire couler beaucoup d'encre parce qu'un peu comme en France, là, c'est quelque chose qui vend beaucoup. Donc il faut que CNN puisse travailler. Donc officiellement, ça prend des nouvelles, ça prend des scoops, ça prend des clashs. Des breaking news. Et aussi d'un côté, exactement, breaking news avec Wolf Blitzer, là, c'est le temps. Donc, effectivement, suivez ça, là, mais on va faire d'autres sujets là-dessus, bien évidemment, au fur et à mesure que l'échiquier politique continue à évoluer au niveau des États-Unis. Mais bon, encore une fois, on en entend beaucoup moins parler présentement des États-Unis depuis que Biden est au pouvoir, ce qui, selon moi, rend ma vie beaucoup plus heureuse, d'une certaine manière, que de voir qu'à chaque matin, dans des journaux locaux du Québec, on se retrouve avec des unes sur Trump. Je trouve ça triste de savoir qu'une petite ville, un petit patelin perdu sur la rive sud de Montréal pouvait se retrouver avec Trump en première page. C'était un petit peu triste pour le Canada. Donc c'est ce qui va conclure là, ce magnifique épisode-là. Donc encore une fois, on aime bien le format, là, surtout le place au débat, j'aime bien comment on les fait. Donc on va continuer à en parler. C'est certain qu'on veut faire un sujet sous peu là, sur le contexte français qui arrive à grands pas et Gab, tu le suis beaucoup et tu m'informes également beaucoup là-dessus. Donc il y aura beaucoup à dire. On verra si on fait pas un gros épisode là-dessus, étant donné que ça arrive à grands pas. Mais d'ici là, et surtout d'ici à la semaine prochaine, là, je vais te laisser, Gab, faire le petit mot de la fin là, pour nous lancer vers la fin de l'épisode. Oui,
Puis n'oubliez pas évidemment de partager notre contenu si ça vous a plu, à liker évidemment la vidéo sur YouTube. Mettez vos commentaires, ça nous permet aussi de vous écouter, de lire vos suggestions. Vous avez vu, hein, avec les derniers épisodes, on vous a montré vraiment preuve tambour battante et on lit vos commentaires et on va réagir et ça nous donne vraiment des bonnes idées de podcasts et de sujets. Donc n'hésitez pas. Évidemment, n'oubliez pas, on est présent sur toutes les plateformes, notamment Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, et puis plein d'autres, en fait, la plupart en fait qui sont sur le marché. Oui, et puis si jamais vous voulez nous écrire, il y a aussi l'email, ça nous fera plaisir aussi de pouvoir vous répondre. En tout cas, je te remercie, JP. Même je peux rajouter un point, là, je vais citer là, un podcasteur que j'écoute beaucoup qui s'appelle Pat McAfee, là, pour votre information. C'est quelqu'un qui fait dans le monde du sport aux États-Unis. Et il mentionne toujours à la fin de son épisode If you like it, be a friend, tell a friend. Donc j'ai toujours trouvé ça assez bien dit. Donc si vous aimez ça, soyez un ami, mentionnez-le à un de vos amis. C'est quelque chose qu'on aime beaucoup, le fait que ce podcast-là est fait pour vous, on dit toujours, mais surtout n'est pas fait avec de la publicité et est fait de manière indépendante. Donc on l'aime comme ça et on aime justement le fait de voir que vous, en tant qu'auditeur, ça vous passionne au point également de le partager et on adore voir également que c'est des personnes, des premiers auditeurs à l'époque, lorsque très peu de personnes nous écoutaient, l'ont partagé et ça nous a amené maintenant vers un podcast et on adore vraiment recevoir vos commentaires. Donc effectivement, on vous souhaite déjà une belle semaine, mais on vous remercie à nouveau, là, comme toujours, pour vos écoutes constantes. Bonne semaine à tous, salut. Bonne semaine.